Bourdin. Savoir et comprendre. Mais que s'est-il passé en mer Baltique? Nous sommes avec Thierry Brosse, qui est professeur à Sciences Po Paris, spécialisé dans les questions gaz à l'échelle mondiale. Thierry Brosse, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Alors, la mer Baltique, entre la Suède et le Danemark, on en est à 4 fuites. À 70 mètres de profondeur à peu près. Ces gazoducs sont à cette profondeur-là. Oui, ces 4 fuites qui peut-être ont pu être déclenchées par 2 détonations, l'une du côté suédoise et qui affecte un des 2 pipes, puisque je vous rappelle, chaque pipe a 2 lignes, et puis l'autre de l'autre côté qui affecte maintenant les 2 lignes. C'est à mon avis la conclusion la plus logique. La conclusion la plus logique. Donc, oui, je disais 70 mètres de profondeur environ. Donc, pour intervenir à 70 mètres de profondeur, il faut une certaine technicité et des possibilités qui ne sont pas données à tout le monde. Non. Alors, il y a les opérateurs pétroliers et gaziers qui savent le faire, mais oui. Eux, ils savent construire, pas détruire. Et puis, oui. il y a les États qui pourraient être en capacité de faire ça. Mais il n'y a que quelques États qui ont ces capacités pour faire. Et puis, il va falloir essayer de voir, de retrouver des éléments, comme sur une scène de crime. Et ça va être très compliqué. À votre question, est-ce qu'on est capable de savoir? Non aujourd'hui, et peut-être non jamais. Parce que si ça a été bien fait, on ne saura pas. Voilà, si ça a été bien fait, on ne saura pas. Alors pour l'instant, effectivement, personne ne peut apporter de réponse sur l'auteur. Sur l'auteur, le pays, parce que c'est un pays, le pays auteur de ce sabotage, et là, toutes les conjonctures s'envolent. Thierry Brosse. Oui, la conjoncture la plus, celle dont on parle le plus, c'est la Russie, mais c'est assez logique, mais pas complètement logique, parce que, comme vous l'évoquiez avant, eh bien, c'est le gaz russe qui fuit. Alors ça, je pense pas que ça les gêne beaucoup, puisqu'ils font du flaring un peu ailleurs, ils font du torchage de gaz un peu ailleurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Vladimir Poutine, dans cette guerre qu'il mène à l'Union européenne, il mène une guerre militaire à l'Ukraine, mais il mène une guerre à l'Union européenne, il utilise la désinformation et l'arme gazière. Et l'arme gazière, il peut l'utiliser de 2 façons, soit en réduisant les flux comme il l'a fait pour faire monter les prix, ce que tout le monde maintenant a compris, mais il avait une autre technique que tout le monde a oubliée, c'est que c'est le producteur de gaz qui est le moins coûteux, et donc il pouvait à tout moment, lui ou un régime suivant, inonder l'Europe avec du gaz et donc faire baisser les prix. Et encore une fois, ce sont des choses qui, dans un principe d'incertitude, tétanisent les traders, parce que vous ne savez pas si demain le prix va monter ou va baisser. C'est un peu ça. Voilà, et c'était une très forte capacité de mise en faisant sauter ces 4 lignes, donc ces 2 projets, eh bien, il se tire une balle dans le pied, si je peux m'exprimer ainsi, pour cette capacité, un jour, demain, ou plus lointain, d'inonder l'Europe. Alors justement, quel serait l'intérêt de la Russie de saboter ces pipelines qui acheminent son propre gaz? Alors, ce que l'on pense, c'est un acte pour nous faire peur, et c'est un acte pour nous montrer qu'ils ont les capacités de faire. Et ça, c'est très intéressant de regarder avec cette optique-là. D'abord parce que on sait que depuis quelques jours, par exemple, sur les plateformes de production pétrolière et gazière en Norvège, il y a des drones qui sont apparus, qui ont volé au-dessus. C'est interdit. On ne sait pas à qui appartiennent ces drones, mais on peut quand même se imaginer que ces drones viennent d'un pays pas très loin. Voilà. Donc la Norvège, c'est assez proche de la Russie. Et ce qu'il essaye de nous expliquer, c'est je suis en mesure de le faire sur mes propres pipes, mais je suis aussi en mesure de le faire sur les pipes norvégiens qui alimentent l'Europe. Et ça, c'est très très grave, parce que ce qu'il faut comprendre, l'erreur de la politique énergétique européenne a été de dimensionner un système sans flexibilité, sans, si je peux m'exprimer de façon commune, sans gras dans le système. Donc aujourd'hui, tout fonctionne à fond. Et donc, on a besoin de tout. Je vous rappelle qu'on parle régulièrement de sobriété énergétique, de devoir mettre un col roulé, de baisser un peu le chauffage. Et ça, c'est en admettant que le gaz norvégien, le gaz algérien continue à arriver. Si par malheur, un de ces pipes était attaqué, eh bien, nous serions dans une situation bien plus grave en Europe. En fait, il essaye de nous expliquer qu'il a la capacité de nous mettre dans le noir et en récession. Et en récession. C'est une menace, en quelque sorte. Thierry Brosse, si c'est la Russie, c'est une menace. Est-ce qu'on peut envisager que l'auteur de ces sabotages soit américain?
Bah, écoutez, quand vous regardez la carte du monde, si vous regardez comment les gens se positionnaient par rapport à ces projets, les seuls qui étaient opposés à ces deux projets sont les Ukrainiens. Parce que, Oui. en fait, eux bénéficient aujourd'hui d'un transit de gaz russe dans leur pays qui est un peu plus résilient. On ne peut pas imaginer, je ne suis pas sûr que les Ukrainiens aient la capacité de faire, et puis on ne peut pas imaginer que les Ukrainiens passent, puisque si on découvre que c'est eux, la solidarité vis-à-vis de l'Union, dans l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine va s'effriter. Oui. Et puis, vous aviez des gens qui étaient opposés à un des deux, en fait, à Nord Stream 2. Et qui c'était? C'était la Pologne, c'était les États baltes, c'était la Commission européenne, c'était le Parlement européen. Et vous avez raison, c'était aussi les États-Unis. Alors, c'était moi aussi. Mais je vois pas bien l'intérêt de faire sauter les deux. C'est pour ça que je dis que c'est pas très logique, hein, parce que si vous êtes opposé à un, vous en voulez en garder un autre, puisque nous, on avait besoin de ce gaz qui passe par Nord Stream 1 pour équilibrer notre offre et notre demande. Alors, je comprends, toutes les hypothèses sont possibles. Je vois mal les États-Unis le faire, mais encore une fois, je ne peux pas vous dire, c'est pas eux, j'ai pas cette information-là. Bien, bien. Thierry Brosse. Alors regardons maintenant les conséquences. Imaginons, il y a des fuites. Encore une fois, ce ne sont pas les gazoducs qui sont totalement détruits. Expliquez-nous concrètement ce qui se passe là-bas, à 70 mètres sous les eaux de la mer Baltique. Bon, en fait, si c'est une charge détonante, elle a fait un trou dans le pipe. Et ce qui se passe, c'est que ces pipes restent en pression. Nord Stream 1 était en pression, puisqu'il a toujours été en pression depuis qu'il a été mis en service. Et Nord Stream 2, les Russes avaient commencé à le mettre en pression parce qu'ils espéraient l'utiliser. Et ce pipe n'était pas certifié. C'est pour ça que, par exemple, j'avais demandé depuis très longtemps, depuis le début de la guerre, à ce que l'Union européenne et l'Allemagne fassent le décommissioning de ce pipe, puisque on aurait pu, à ce moment-là, récupérer le gaz de façon environnementalement propre et supprimer ce pipe. Alors, une fois que vous avez fait un trou dans le pipe, la pression du gaz, c'est que le gaz va sortir, et puis ensuite, il va être rempli par de l'eau salée qui va corroder le pipe. Donc, ce qu'on imagine, c'est que petit à petit, tout le gaz va sortir, et il faut se rendre compte que c'est pas un problème environnemental au fond de l'océan, mais c'est un problème dans l'atmosphère, parce que ce gaz remonte, hein, vous voyez le bouillonnement, les bouillonnements, et il part dans l'atmosphère. Et c'est du méthane, ce gaz, c'est du méthane, hein? Oui, et le méthane a un pouvoir climatique négatif, donc de réchauffement, plus grand que celui du CO2. Hein, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on brûle du méthane, vous brûlez chez vous du gaz, c'est ce fameux gaz, c'est ce méthane, vous récupérez la chaleur pour vous chauffer, et eh bien, le CO2 va polluer l'atmosphère. C'est ces fameuses émissions qu'on essaye de limiter. Et quand vous émettez du méthane, c'est pire qu'émettre du CO2. Donc ce qui vaut mieux, c'est brûler le gaz plutôt que l'émettre dans l'atmosphère non brûlé. Oui, je comprends très très bien. Conséquences climatiques, donc environnementales très importantes. Je crois, si tout ce gaz s'échappe, la pollution équivaudra à celle produite par 1 million de voitures. C'est l'échelle qu'on donne. Oui, alors ça, je ne peux pas me convaincre, j'ai pas fait le calcul. Parce que... Oui, bah bien sûr, Thierry Brosse, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, ce gaz va s'échapper. On n'a aucun moyen de l'empêcher de s'échapper. Non, il n'y a aucun moyen, et on pourrait essayer d'imaginer les choses, mais comme on ne veut pas réparer ce gazoduc et qu'en plus on ne sait pas à qui va devoir payer, eh bien, ce qui se passe, c'est que personne va s'occuper de ce désastre environnemental, que le gaz va s'échapper, et puis ensuite les tuyaux vont se remplir d'eau et vont être inutilisables. Alors avant de prendre Alain, juste Thierry Brosse, une autre question. Le gazoduc, le gaz qui vient de Norvège, par exemple, puisque c'est un fournisseur important, vient par gazoduc, mais il passe par où Alors, il vient essentiellement par gazoduc sous-marin. Alors, c'est des lignes directes à peu près entre la Norvège, vous tracez une ligne directe entre l'offshore norvégien et le nord français, la Belgique et l'Allemagne. Et puis, il y en avait un, et c'est aussi ça qui
fait pointer le doigt vers la Russie. Il y en avait un qu'on venait d'inaugurer il y a quelques jours, qui était un pipe norvégien qui allait en Pologne, en passant par le Danemark, et qui passait dans ces eaux-là. Et donc, effectivement, c'est aussi peut-être un signe de la Russie de nous dire, voilà, la Pologne, qui est l'ennemi héréditaire, qui avait finalement réussi sa transition en dehors du gaz russe, puisque ce pipe-là, c'était la dernière brique pour sortir complètement de la dépendance du gaz russe pour les Polonais. Et à ce moment-là, peut-être que les Russes ont pris cette opportunité pour nous faire passer ce message. Alain. Oui, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire, Alain? Moi, il y a des petites questions qui m'interpellent. C'est que déjà, j'avais cru comprendre que les Russes avaient fermé ces gazoducs et qui nous privaient justement de l'arrivée du gaz. Donc, je veux bien comprendre que les tuyaux étaient pleins de gaz. Alors, on va répondre, Thierry Brosse. Alain nous dit, les Russes avaient fermé. Oui, alors c'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas d'impact aujourd'hui sur l'équilibre offre-demande et que les prix ce jour-là n'ont pas fortement augmenté. Mais il faut comprendre que ces gazoducs restent en pression. Et donc, en fait, ce qui s'échappe, c'est le gaz qui était dans le gazoduc pour maintenir la pression. C'est pas du gaz qui sort de Saint-Pétersbourg qui arrive là. Il est déjà sorti il y a plusieurs jours avant qu'on ferme la vanne du côté russe. Première réponse, Alain. Donc, ensuite. en fait, la quantité de gaz qui va s'échapper, en fait, on la connaît puisqu'elle dépend du volume du tuyau qui amène. On la connaît, Thierry Brosse? Oui, absolument. C'est pour ça que va s'arrêter. Oui, c'est pour ça que vous avez évoqué votre équivalent en voiture et que j'ai pas fait le calcul, donc vous ne pouvez pas vous répondre. Donc on la connaît, effectivement. Entre 200 000 et 300 000 tonnes de méthane. Voilà, c'est les chiffres qui circulent et on connaît, oui, c'est effectivement le volume, vous apprenez ça à l'école, le volume d'un cylindre sous pression qui va petit à petit s'échapper. Et donc, vous avez raison, c'est limité, donc ça va durer quelques jours au maximum et puis après, il y aura plus de bouillonnement, c'est pas à l'infini. Il y aura plus de gaz. Voilà. Alain, autre question? Autre remarque? Après, c'est vrai que normalement, il y a des systèmes de sécurité avec des vannes intermédiaires qui devraient pouvoir couper le pipeline et pas donner l'intégralité du pipeline à l'air libre comme c'est le cas actuellement. Donc déjà, je m'interpelle sur les normes de sécurité qui doivent... C'est possible, il y a des normes de sécurité qui font que... Alors, ce pipeline, moi j'ai eu la chance de visiter lorsqu'on l'a construit, et c'était une technologie totalement innovante puisque c'est la première fois qu'on a fait un pipeline sous-marin de 1200 km. Avant, on n'était pas capable parce que, vous avez raison, il y avait des stations de compression et des vannes. Mais comme il est sous-marin et que vous ne pouvez pas opérer une vanne sous-marine, eh bien, je ne pense pas, eh bien, dans mon esprit, il n'y a pas de vanne et c'est pour ça que il n'y a pas de station de compression, ça j'en suis sûr, et il n'y a peut-être pas de vanne, ou certainement pas de vanne, et c'est pour ça que vous allez avoir l'intégralité du gaz qui va sortir. Bien, merci Thierry Brosse, merci Alain d'être intervenu. C'était passionnant, hein, franchement j'ai appris des quantités de choses, passionnant. Vous êtes sur Sud Radio. Demain nous serons à Marseille en direct de la foire de Marseille et d'ailleurs André Berkoff sera aussi à Marseille. André Berkoff qui prend ma place tout de suite.